Et là, il sert le discours des ulama qui, alors de préférence, eux, évitent de parler de berbères, de tout le passé antérieur à l'arrivée des Arabes au 7e siècle. Et quand ils sont obligés d'en parler, ils disent que cela s'est fait sans heurts et que donc, ces berbères, vaillants guerriers qui ont fait la guerre aux Romains, ont accueilli les bras ouverts Sidi Orba. Quand on lit Ibn Khaldoun, c'est pas tout à fait ce qu'Ibn Khaldoun dit. Bon, Orba, qui a en particulier qui a fini par être tué quand même, ça veut dire que ça s'est pas tout à fait bien passé pour lui. Et puis les historiens arabes se vantent de ce qu'il a vendu des femmes sur les marchés d'Orient. Enfin, tout ça c'est dans Ibn Khaldoun. Hein. Il vous raconte le nombre de langues qu'il a coupées, etc. Et qu'il traversait des villes désertées parce qu'il était précédé par la terreur qu'il semait sur son passage. Et les historiens arabes sont très fiers de raconter ça. Donc voilà. Donc c'est pas tout à fait une arrivée pacifique, disons. Alors, que dit Amr Ouzgan? Amr Ouzgan commence par dire, comme j'ai fait état tout à l'heure des critiques favorables à la colline oubliée, il dit « Je suis fier de voir des hommes de mon sang et de ma race jongler avec la langue française et contribuer à détruire la criminelle légende colonialiste sur l'imperfectibilité des peuples musulmans assujettis. » Mais, après cette entame favorable, il va parler donc des deux écrivains Dib et Mamri, il va les saluer, et puis il isole Mamri pour l'attaquer. Et il dit, c'est bizarre, ses amis de Louis Bertrand, etc., qui font une publicité anormale au roman de Mouloud Mamri, j'ai donc le droit d'être méfiant, nous dit-il. Vous constaterez, et c'est la ligne qu'adoptera également Mohamed Cherif Sahni, qu'il ne parle pas du contenu du roman. Il s'en tient à ce que dit un journal favorable à la colonisation de la dépêche quotidienne que j'ai citée tout à l'heure. Il ignore toutes les autres critiques et, par-dessus le marché, il ignore même le roman. Et il s'en tient. Il dit « Je ne veux pas suivre le mirage de l'art pour l'art et donc on ne va pas être dupe de cette publicité et le colonialisme est condamné. » Alors, il dit « Je connais trop la doctrine coloniale française qui est basée sur l'assimilation, le berbérisme, le culte de l'idée latine, la haine de l'islam, de la langue arabe, et on perçoit aisément l'arrière-pensée des laudateurs de M. Mouloud Mamri. » Soit dit en passant, j'ai peut-être oublié de le dire, Amr Ouzgan est kabyle. Hein. Il est quasiment de ma commune. Hein. Il a dit son village de naissance, est à même pas 10 km du mur. Voilà. Il s'est fait caillasser une fois en tant que communiste dans le marché, dans notre marché, quand il est venu faire un meeting. Apparemment, le pauvre vieux, ça l'a marqué, et il a complètement viré la fin. Voilà, alors donc voilà ce qu'il dit. Et il dit que l'ennemi veut se servir de la célébrité du roman kabyle comme d'une arme empoisonnée contre les peuples d'Afrique du Nord. Et il dit, j'ai le droit d'être méfiant à l'égard de ce roman, d'autant plus que Mohamed Dib n'a pas eu le même accueil, un accueil aussi favorable que le roman de Mamri. Bon, on a vu tout à l'heure que même la revue communiste avait préféré la colline oubliée à la grande maison de Mohamed Dib. Donc c'est pas uniquement la dépêche quotidienne qui a fait ça. Et puis d'autres hebdomadaires, comme l'Effort algérien, qui était un hebdomadaire chrétien, a fait grand éloge du roman de la Grande Maison, dont il a publié de larges extraits. Il a dit également du bien de Mamri. Souvent, les gens ne les ont pas opposés, contrairement à ce que peut laisser entendre ce type de critique. Alors, je vais accélérer un peu parce que Mohamed Cherif Sahni, alors lui, il y va un degré au-dessus. C'est vraiment, il prononcera l'excommunication de Mamri. C'est vraiment une espèce de fatwa qui va, pas au nom d'une idéologie religieuse, mais quand même, on n'est pas loin de ça, parce que il s'est rendu compte, et il dit d'ailleurs pourquoi il a fait son article, la nécessité de cette mise au point s'est imposée à nous lorsque nous avons constaté la confusion jetée dans les esprits et les erreurs accréditées par une propagande tapageuse au sujet d'une œuvre récemment publiée, La colline oubliée de M. Mouloud Mamri. Donc c'est le succès du roman qui l'amène à s'impliquer, l'attaque d'Ouzgen n'ayant pas suffi
à enterrer l'œuvre. Et le titre de l'article, la mise en page, l'article est annoncé à la une du Jeune musulman, ce qu'il ne fait, il publie un sommaire où cet article est annoncé, ce qui est exceptionnel pour la revue du Jeune musulman, et le titre de l'article, c'est « La colline du reniement ». Donc, tout est dit déjà d'emblée dans le titre. Hein. Et que dit Sahli? Il nous importe peu qu'un... Alors, Sahli, c'est quelqu'un qui a un DES de philosophie à la Sorbonne, licencié de littérature, c'est un polémiste absolument redoutable, c'est un intellectuel d'une certaine... qui est au niveau purement intellectuel, nettement au-dessus d'Ouzgan, et il est très connu à l'époque pour donc ces polémiques. Par exemple, René Etienne, qui était professeur à la Sorbonne de littérature française, répondra aux articles de Mohamed Cherif Sahli dans une revue de la NRF. Il polémiquera longuement avec lui, donc ce n'est pas du tout un anonyme. Hein. Et il a écrit le message de Yurorta. Alors, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens le prennent pour un berbériste parce qu'il a écrit ce message de Yurorta. Il n'y a strictement rien de berbériste, c'est tout le contraire. Quand on lit le livre, qui est dédié à Abdelhamid Ben Badis pour son œuvre en faveur de la langue arabe en Afrique du Nord et de la propagation de l'islam, et dès la première page, il vous explique que ce pays d'Amazir qui s'est fermé à toutes les invasions du Nord s'est ouvert à cette lumière qui est venue de l'Orient, et il considère que Orba est le digne successeur de Yurorta, comme il dit. Donc vous voyez un peu, il essaye en fait de récupérer ce symbole de Jugurtha qui est revendiqué par les militants berbères comme étant une figure marquante de cette histoire, pour le diluer dans cette culture arabo-islamique. Et voilà ce qu'il dit. Il nous importe peu qu'un Algérien écrivant en français se taille une place dans la littérature française par les qualités formelles de son œuvre. Là, évidemment, c'est un peu le jargon marxiste de l'époque. La théorie de l'art pour l'art est particulièrement odieuse dans ces moments historiques où les peuples engagent leur existence dans de durs combats de la libération. Une œuvre signée d'un Algérien ne peut donc nous intéresser que du seul point de vue quelle cause sert-elle? Quelle est sa position dans la lutte qui oppose le mouvement national au colonialisme? C'est un peu ce que disait Ouzgan aussi, mais formulé de manière un peu plus violente. Et puis Sahli a le toupet de soulever la langue dans laquelle l'écrivain s'est exprimé. Et il dit, selon la logique des choses, un écrivain doit s'exprimer dans la langue de son pays, si du moins il entend se faire comprendre de son peuple, conserver et fortifier ses liens avec la communauté nationale. Alors il écrit lui-même en français. Il écrit lui-même en français dans cette revue qui s'appelle Le Jeune musulman, et il n'a jamais écrit une ligne de sa vie en arabe. Il est kabylophone, il ne sait pas un mot d'arabe, il est francophone, et tous ses écrits ont été en français jusqu'à la fin de sa vie, contrairement à Mamri, dont le dernier livre est écrit en français. On connaît par ailleurs l'implication de Mamri pour sa langue, la langue de ses pères, précisément. Donc c'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité dans le cas d'espèce. Mais on ne s'embarrasse pas de réalité, il s'agit d'une rhétorique qu'on développe, il s'agit d'abattre une œuvre et on y va. Et d'ailleurs, il ne dit pas quelle est la langue du pays en question. Hein. On devine que c'est l'arabe, évidemment, mais il ne veut pas s'exposer à des critiques en disant le berbère, qu'est-ce qu'il faut en faire. Donc il n'attaque jamais de manière frontale la langue berbère, même si le contexte ne laisse aucun doute quant à ses positions. Alors, de la même manière qu'Amrouzgan, pour juger de l'œuvre, Sahli l'a réduit à la critique de la dépêche quotidienne. Et lorsqu'il fait état d'une autre revue Art, qui est une revue aujourd'hui disparue, mais qui à l'époque était très en vue, et qui a fait une critique élogieuse de la colline oubliée, l'auteur de la critique est un anarchiste, donc c'est pas vraiment, c'est une revue en plus qui est établie à Paris, donc c'est pas une revue colonialiste. C'est pour déplorer qu'une revue neutre, comme il dit, dise du bien de la colline oubliée. Voilà. Donc c'est pour vous dire les a priori qui marquent ce travail. Et puis, je vous ai dit que c'était un polémiste très connu par ailleurs, et il écrit, il manie cette rhétorique avec une efficacité certaine. Et quand il s'adresse
aux militants, au public de militants qui vivent l'humiliation coloniale au quotidien, il est sûr que quand il écrit « Le colonialisme est si peu chevaleresque qu'il flétrit tout ce qu'il loue », il sait que ça va avoir de l'écho, et quand il rajoute « Qu'y a-t-il donc de déshonorant dans la colline oubliée pour mériter les éloges de nos pires adversaires ?» Il est sûr qu'il va faire mouche, évidemment. Alors, le seul hic, c'est qu'au moment où il écrit ça sur la colline oubliée, il publie en bonne feuille Abdelkader, le chevalier de la foi. Or, les pires ennemis colonialistes de l'Algérie ont dit beaucoup de choses positives sur Abdelkader, à commencer par le maréchal Bugeaud, etc., etc. Et cela est si vrai que le même Ouzgan se plaint qu'on ait transformé Abdelkader en bnéoui d'une classe supérieure. Donc, je ne vois pas pourquoi ce qui est valable, si cet argument est valable sur le fond, pourquoi il le retient contre la colline oubliée et pas contre Abdelkader, qui par ailleurs, il y a beaucoup de choses à dire sur les positions d'Abdelkader. Moi je me souviens, je suis suffisamment vieux, dans le dictionnaire Larousse, il y a la notice biographique du dictionnaire Larousse, c'était il a combattu la France, mais il est devenu ami de la France. Et c'est à la demande du gouvernement boumedienne que cette mention a été supprimée. Oui, fidèle. Voilà. Fidèle. Je me souviens, ami de la France. Fidèle. Ami fidèle de la France. Voilà. Je m'en souviens aussi. Voilà. Donc, voilà. Pourquoi on ne peut pas écrire sur Abdelkader, et puis on ne peut pas... Sahli est suffisamment informé, donc il n'ignore pas tout ça, puisqu'il a fait des recherches sur l'histoire d'Abdelkader. Pourquoi il fait d'Abdelkader donc un héros national? Et le fait qu'un journal colonialiste ait dit de la colline oubliée, c'est un livre bien écrit, etc. Et puis, bon, le colonialisme manipule comme il veut, il est là pour manipuler après tout. Pas lui reprocher de ne pas manipuler. Pourquoi il condamne le roman? Et non pas... Alors que la presse communiste, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, n'a pas été dupe des critiques de la dépêche quotidienne. C'est là où on voit justement la position de Sahli est toute relative. Pour Liberté, il dit ce roman, donc j'ai dit ce qu'il en pensait tout à l'heure, est d'une telle qualité que même la presse colonialiste n'a pas pu le passer sous silence. Donc voilà la lecture qu'ont fait les communistes, tandis que Sahli, ben, il en fait évidemment une lecture tout à fait... Et puis, voilà ce qu'il dit, dans une analyse où l'incompétence littéraire s'allie à la démesure dans le jugement, le critique de la dépêche quotidienne découvre dans l'œuvre de Mamry un côté politique favorable au colonialisme. Il voit dans ce roman du peuple kabyle, dans les affinités avec le peuple français, appelle, croit-il, une collaboration fraternelle pour le plus grand bien du colonialisme. D'abord, il faut relever que l'expression peuple kabyle ne figure pas. Je l'ai publié l'intégralité dans le livre de l'article de la dépêche quotidienne. Donc il force, non seulement il ne lit pas le roman, mais même quand il s'appuie sur des critiques, il est obligé de forcer le texte de la critique. Donc de reprendre des expressions qu'il met entre guillemets en gras, alors qu'elles ne figurent pas dans la critique. Il n'y a pas le mot colonialisme dans le texte. Évidemment, je ne cherche pas à dédouaner l'article de la dépêche quotidienne, mais au moins, quand on fait une critique et qu'on met des guillemets, il faut être factuel, respecter au moins les faits. Donc, il n'y a pas ça. Alors, mais Sahli, qui est kabyle lui-même, n'ignore pas le caractère chimérique de toute façon des affirmations de la dépêche, le génie berbère qui va se fondre de manière harmonieuse dans encore il dit, dans le génie de la langue française, il ne parle pas de colonialisme, ce qui est quand même différent. Voilà ce qu'il dit, je cite Sahli, « On admire cette obstination imbécile à vouloir faire des Kabyles des traîtres à la cause algérienne, alors que les faits les montrent toujours à l'avant-garde du mouvement national. » Donc il n'ignore pas ça, mais il charge quand même la barque, s'agissant donc du roman de Mamry. Et il dit, c'est à dessein que nous n'avons pas voulu entrer dans l'analyse de ce roman, nous nous sommes bornés à présenter ici la triste image qu'on donne la presse française. Et alors, comme il ignore, il n'y a pas une seule référence dans son texte au contenu du roman, et tout ça est un peu fragile, et qu'est-ce qu'il invoque? Il invoque la rumeur. La rumeur, nous dit-il, place l'œuvre de M. Mamry sous la protection d'un maréchal de France qui s'y connaît fort bien en goumier. Et ce ne serait pas la faute du grand capitaine si les jurys des prix parisiens n'ont pas été sensibles au charme de la colline oubliée, dont le titre rappelle l'œuvre célèbre d'un nationaliste français
Il s'agit de la colline inspirée de Barès. Et en guise de conclusion à sa mise au point, Sahli, qui se pose en délégué du peuple algérien, somme Mamri de s'expliquer et il lui ordonne de se démarquer des écrits de la presse colonialiste s'il les estime diffamatoires, dit-il. Et je le cite, s'il se tait, il autorisera d'autres Algériens à tirer de son silence toutes les conclusions qu'il implique et à montrer en quoi la colline oubliée est la colline du reniement, digne de l'oubli et du mépris d'un peuple vaillant et fier. Un peuple qui, n'ayant ni fleurs ni argent à lui offrir, lui conférera sans appel l'indignité nationale. Je vous rappelle qu'on est en 1953, c'est le 2 janvier 1953 que les critiques Sahli apparaît, et que l'indignité nationale renvoie évidemment à la peine dont a été frappé le maréchal Pétain. Donc c'est vous dire, après la colline du reniement, Mamri pétainiste. Hein. Voilà. Donc voilà le texte de Sahli. Je vais très rapidement dire 2 mots sur la réponse de Mamri. J'aurais dû parler plus longuement encore de l'Achraf, qui à mon avis est idéologiquement plus structuré encore que Sahli, mais bon, il va falloir aller vite et puis vous laisser la parole si vous voulez intervenir sur le sujet. Alors Mamri, lui, je me souviens quand j'étais élève donc, dans ses cours de Berbère, ça l'avait longtemps après, hein, donc dans les années, fin des années 60, il était encore ébranlé par cette critique de Sahli parce que c'était un camarade pour lui. Et n'a pas compris cette mauvaise foi, cette violence. Vraiment des années après, il n'avait pas digéré ça. Alors, que dit Mamri? Alors, il répond sur les faits et le procédé. Le procédé, c'est de critiquer le livre sans l'avoir lu, en se référant à 2 critiques et encore pas forcément les plus représentatives. Sur le fait aussi, sur les faits, à propos donc de ce patronage. En fait, le maréchal qui s'y connaît fort bien en Goumier, il s'agit du maréchal Juin, qui a effectivement patronné un écrivain, mais il s'agit de Taïeb Djemeli, qui n'est pas Mouloud Mamri, et qui n'est même pas d'ailleurs un kabyle, mais ça n'intéresse personne, parce que Taïeb Djemeli, ce n'est pas un écrivain kabyle. Nous, ce qu'on veut, c'est condamner le berbérisme, donc ça ne fait pas l'affaire, et bien ça sera Mouloud Mamri. Alors Mamri dit, voilà, donc il n'a pas lu le livre, etc. Il a cherché une preuve et il en a trouvé une. Mais laquelle? La rumeur. Oui, la rumeur qui place l'œuvre de M. Mamri sous la protection d'un maréchal de France qui s'y connaît en Goumier. Ici, le ridicule devient odieux. Que la conscience de M. Sahli se tranquillise. Je n'ai jamais eu l'honneur de connaître le maréchal dont il parle. Je ne lui ai jamais été présenté. Je ne l'ai jamais vu, ni dans l'armée, ni ailleurs que sur les écrans de cinéma ou dans des photographies de journaux. Je n'ai jamais eu de rapport avec lui, ni directement, ni indirectement. Quand il dit dans l'armée, parce que Mamri a été mobilisé à 2 reprises pendant la guerre. Hein, donc il a fait effectivement la guerre en 40. Et après cette mise au point, il dit, bon voilà, mon cher Sahli, la vérité que vous réclamiez, maintenant que vos noires inquiétudes sont levées, je m'attends naturellement à ce que vous écriviez à ce journal pour y réparer votre erreur, y rétablir la vérité publiquement, pour dire que vous avez étalé votre fiel, pour dire que vous êtes heureux qu'un écrivain algérien ait fait un roman algérien sur des réalités algériennes, un roman qui, comme tel, ne peut donc que servir la cause algérienne. Et il terminera, je vais vite, il terminera sa critique par, il faut dire, peut-être une petite méchanceté quand même. Il dit, à force de vivre au milieu de ce peuple algérien que vous avez depuis fort longtemps perdu de vue, parce que Mamri, quand il lui répond, il était à Alger alors que Sahli est à Paris, je n'ai pris aussi la sagesse. Et je sais un proverbe de chez nous qui doit se dire aussi chez vous, et dont vous pouvez par vous-même éprouver la vérité. Plus on essaie de laver une ordure sur une natte, et plus il s'étale. Alors, j'ai eu la version kabyle de la bouche de Mamri lui-même, qui est plus percutante que la traduction qu'on a ici. Et il dit, voilà, je fais cette réponse, il n'y en aura pas d'autre, quel que soit ce que vous pouvez écrire par ailleurs, il s'en tiendra là, effectivement, il ne répondra pas à Sahli qui
qui répondra à cette lettre et qui appellera d'autres collaborations et qui annonce l'article de Mostafa Lashraf. Et le jeune musulman publie la réponse de Mamri malgré son manque de courtoisie, dit-il. Il considère que la critique de Sahleh est tout à fait courtoise et aimable, mais que la réponse de Mamri donc manque de courtoisie. Alors, il y a dans cette réponse que j'ai survolée très rapidement une espèce de malaise et par rapport à cette attaque sur la berbérité du roman. Et quand longtemps après, en 1967, Mohamed Dembélé interviewera Mamri sur cette affaire, il dira que ces attaques sont dues au caractère nouveau de la littérature. Il ne parlera pas du tout de cette dimension berbère parce que c'était encore un tabou. Il évitera, Mamri lui-même, dans sa réponse, il a évité de soulever cette question, sans doute parce qu'évidemment cela